Merci Jean pour votre introduction. Merci également à l'organisation qui a bien vouloir m'inviter. Et puisque j'en suis au remerciement, je voudrais remercier également tous ceux qui m'ont accompagné au cours de la première et la deuxième heure. Il s'agit en fait d'un projet collectif. Moi, j'étais Principal Investigator, comme on dit. Et c'était à moi de coordonner tous les travaux. Je tiens également à remercier Fred Truyen. Fred, professeur en études culturelles, Cultural Studies à la faculté de Louvain. Catherine Verbert, qui est également professeure en sciences de l'informatique. Puis nous avons Van Stichelen, spécialiste de la peinture au XVIIe siècle. Je continue. Bruno Cardoso, qui est thésard du Portugal, qui a fait ses études à Tilburg, et l'Apcaram, qui a écrit un doctorat dans le cadre de ce projet. Elle est professeure maintenant à l'Université de Amsterdam. Inès de Bretel, qui représente et qui défend sa thèse dans quelques mois. Et en plus, elle attend un enfant, ce qui est une belle affaire. Et puis, à côté, vous avez une collaboratrice qui a défendu sa thèse il y a quelques mois. Elle est maintenant à La Haye. Puis, il y a également notre amie qui travaille à la maison de Rubens, et Astrid Slechter, qui est également collaboratrice scientifique, et elle a décidé de réorienter sa vie. Elle s'est lancée dans le yoga. Aujourd'hui, je vais diviser ma présentation en 5 chapitres. Je parlerai d'abord de la recherche. Pourquoi? Je vous parlerai de la méthodologie, mais également je parlerai de la philosophie. Puis je vous soumettrai 3 études de cas, ou plutôt 3 résultats. Je commencerai par parler de la production baroque, Anvers, Bruxelles, et puis je regarderai également la relation entre Anvers et Bruxelles au niveau de la peinture, alors qu'avant je parlerai plutôt de la tapisserie. Je regarderai d'abord l'aspect histoire de l'art, et puis je regarderai également comment nous avons rassemblé des données. Parce que lorsque nous faisons de la recherche historique, il nous faut des données, mais cela n'est pas toujours aussi simple. Je voudrais vous montrer comment nous nous y sommes pris dans le cadre de ce projet. Et je terminerai par une conclusion. Premièrement, la recherche et quelle est la méthode utilisée. La question fondamentale est assez simple, mais elle cache beaucoup de sous-questions. Alors, cette grande question, comment pouvons-nous prendre distance d'un certain nombre d'anecdotes, de cas, de situations? Comment pouvons-nous nous mettre dans un hélicoptère, si vous voulez, avoir une vue plutôt de hauteur sur la dimension socio-économique, cette toile de fond, si vous voulez, de toutes ces tapisseries, de tous ces tableaux baroques, et également la réalité socio-économique, pour comprendre également ces développements iconographiques ou stylistiques et comment les expliquer. Bien entendu, cela semble être très simple, mais comportant beaucoup de facettes. Alors, comment pouvons-nous nous y prendre? Cette réalité socio-économique
Premièrement, eh bien, il va falloir partir à la recherche de données, des données d'archives. Il va falloir trouver ces données d'archives, ensuite les modéliser. Il va falloir, bien entendu, porter un peu d'ordre et nettoyer, si vous voulez, toutes ces données d'archives et comment les stocker également. Alors, quelles sont les données que nous recherchons? Eh bien, il s'agit là des données d'attribution, comme par exemple, il habite à Anvers, mais également relationnel. Il habite à Anvers et est le voisin de un tel. Voilà donc la manière dont nous jetons une lumière sur toutes ces caractéristiques artistique. Une fois que nous avons collecté toutes ces données et une fois que nous avons la possibilité de les utiliser, nous allons nous poser la question de savoir quelles sont les questions que nous pouvons poser à ces données. Eh bien, nous allons commencer par utiliser des logiciels existants, des logiciels Excel, tout simplement. Mais il y a également d'autres programmes qui vont pouvoir nous aider à analyser, visualiser toutes ces données et puis également procéder à toutes sortes de recherches statistiques, si vous voulez. Il y a toutes sortes de logiciels que nous pouvons utiliser à cet effet. Il y a toutes sortes de sous-questions que nous allons pouvoir poser et puis, de manière assez lente, nous en sommes arrivés à faire de l'histoire de l'art informatisée. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours penser à la valeur de ces données, à la force de ces données et à ce que le logiciel peut nous donner. Parce que finalement, ce logiciels, ces progiciels ne sont pas tout simplement mis en place ou mis au point pour nous. Ces progiciels n'ont pas été mis en place pour les historiens de l'art, mais il s'agit de s'attaquer à des données incomplètes, complexes. Nous avons souvent des questions pour lesquelles nous pouvons peut-être trouver des réponses dans les données, mais qui ne peuvent pas être analysées véritablement. Qu'avons-nous fait d'autre? Et d'ailleurs, on le fait encore toujours. À partir des questions que nous posons, à partir des données dont nous disposons, nous allons tenter de trouver de nouveaux tools, de nouveaux outils qui vont nous aider à analyser ces données un peu étranges et complexes. Pour moi, je dois dire que c'était une des étapes un peu les plus amusantes. Travailler avec des historiens de l'art qui ont déjà une mentalité un peu étrange, mais également avec des informaticiens qui se disaient mais ces historiens de l'art posent vraiment des questions très étranges. Vous avez par exemple un philosophe, donc après tout, on a également à demander à un philosophe de venir se joindre à nous. Puis nous avons également tous ceux qui s'y connaissent en informatique. Et ceci nous a entraînés dans des discussions très stimulantes, très intéressantes, du vrai brainstorming ou du remue-ménage, si vous voulez. Donc, tous ces ateliers nous ont permis d'avoir non seulement des discussions très intéressantes, mais également de développer de nouveaux tools, de nouveaux outils, et puis d'en arriver à un maillage très fin. Puis d'avoir également tout un jeu de données. Vous savez, l'accessibilité à ces données n'est pas toujours aussi simple. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons mis au point un jeu, mais qui est en fait un jeu assez sérieux, mais qui est fondé sur ce jeu, ce Minecraft que nous connaissons. Et ce qui est tout aussi important, nous avons mis en place de nouveaux outils.
Mais également, nous avons à chaque étape fait des tests, des essais afin de chaque fois apporter de nouveaux outils. Et lorsque ces outils avaient une certaine valeur et dont on pensait qu'ils pouvaient être utilisés, eh bien cela permettait à nouveau de boucler la boucle. Alors, d'une part, vous avez cette Slow Digital Art History, ou slow ou en douceur, si vous voulez. Cela nous permet de voir cette interaction entre l'histoire de l'art, l'informatique. Voilà donc deux disciplines scientifiques. Il s'agit là de mondes différents et de modes de pensée différents. Le projet est pratiquement terminé. Inès doit défendre encore sa thèse, mais lorsque nous avons commencé, il y a eu pas mal de critiques, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Des critiques constructives, dois-je dire, mais pour l'historien de l'art, l'utilisation d'un ordinateur, cette pensée informatique, si vous voulez, est un peu étrange, semble un peu menaçante. Et tout cela est lié à la manière dont les ingénieurs, les informaticiens utilisent les données. Eux cherchent un modèle. D'ailleurs, ils travaillent avec des modèles et ces informaticiens se mettent à un niveau très élevé, alors que nous historiens de l'art, nous fondons sur des analyses d'œuvres d'art. Parfois, c'est très idiosyncratique. Il n'y a pas une seule et unique histoire de l'art. Il y en a des centaines. Et chaque historien ou historienne de l'art a sa propre façon de travailler. Rien de mal à cela, bien entendu. Mais tout cela n'est pas tout à fait évident lorsque l'on passe à la mentalité de l'informaticien ou à la façon de penser de l'informaticien. Lorsque l'on regarde des rapports des pairs ou des experts, je constate qu'on me dit « Oh, Kuhn, c'est un peu trop simpliste, c'est un peu critique ou critiquable ». On m'a dit d'ailleurs que l'ordinateur n'a rien à voir avec l'interprétation. C'est vrai, ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrions pas utiliser l'ordinateur. Et puis, il y a également l'aspect esthétique à tout cela. Après tout, nous travaillons sur la base de visualisation de données. J'y reviendrai. Ce n'est pas toujours forcément très beau. Lorsque vous regardez un tableau, une sculpture, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours utilisable. Vous avez ici d'ailleurs deux définitions, deux manières d'aborder la chose. Donc l'historien de l'art d'une part et l'informaticien d'autre part. Mais on a quand même essayé de rapprocher l'histoire de l'art et l'informatique. Je pense que nous avons réussi dans certaines limites. Et ceci m'amène à la deuxième partie de ma conférence. Je commencerai par la tapisserie. Ensuite, je passerai à la peinture. La tapisserie, Clara et Astrid et Fred Troyen. Qu'ont-ils fait? Ils ont essayé de voir comment reprendre, comprendre ces réseaux de tapissiers, mais également les relations à l'intérieur de la ville. Et Chercher la femme joue également un rôle important. Puis, ils sont donc fondés sur cette réalité socio-économique. Ils ont beaucoup réfléchi, d'ailleurs, aux différentes possibilités de regarder ou de dater les tapisseries. C'est une recherche qui a donné des résultats qui, pour moi, sont
très beaux parce qu'ils nous ont permis de collecter beaucoup de données, de réfléchir à ces données. Et puis, on voit également toute cette dépendance, cette interdépendance. Et puis, cela confirme également tout ce que nous savions déjà. Il y a par exemple des articles au XIXe siècle sur ce que l'on savait sur tel ou tel artiste. Cela a été peaufiné, on y a travaillé, retravaillé encore pour savoir qu'il y avait d'autres complexités qui n'avaient pas encore été examinées ou reconnues. Je reviendrai sur le travail de Clara et de Astrid. Beaucoup de données ont été collectées et à un moment donné, on y a mis fin. Une fois que nous avions quelque chose comme 15 000 données, qu'il s'agisse de tapisseries, de lissiers, des femmes, des tapissiers, des teinturiers, des enfants de tous ces artistes, enfin tous ceux qui avaient de près ou de loin à faire quelque chose avec cette industrie. Alors c'est vrai, ce n'est pas très beau ce que l'on voit là à première vue, ce n'est pas très beau et deux pas très utilisable, j'en conviens. Mais grâce à ces bons programmes que nous pouvons toujours utiliser d'ailleurs, il est parfaitement simple de zoomer sur tout cela afin de retirer un certain nombre de qualités. Et je vais vous en donner un exemple, le between us centrality, autrement dit la position de certaines personnes. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont beaucoup de connexions, mais qui établissent une passerelle entre différents réseaux. Ma position dans le projet, donc d'une part, vous avez l'histoire de l'art, d'autre part, vous avez l'informatique, et pour cela, il faut une passerelle. Et vous voyez quelles sont les personnes qui prennent cette place. C'est un indicateur, c'est une indication quant à telle ou telle personne qui aurait pu jouer un rôle important. Il faut voir ici, et c'était amusant d'ailleurs, oh, c'est pas très beau ce fond noir, mais on en est arrivé à ce modèle de données où nous avons toujours établi une distinction entre les acteurs et les relations. Donc nous n'avons pas tout simplement un tableau Excel et on en reste là. Non, nous avons d'une part un réseau à partir d'un baptême. Un bébé est né, il est baptisé, vous avez le père, la mère, le parrain, vous avez la marraine, vous avez un événement, l'événement étant le baptême. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de relations entre ces personnes. Le père, la mère, husband, wife, mari, épouse, ces deux personnes qui ne se connaissent pas forcément, parrain, marraine, mais qui vont avoir une certaine relation. Le parrain a une relation avec le bébé, la marraine aussi. Qu'avons-nous ici? Nous avons un réseau multiplex. Après quoi, nous avons un grand nombre de multiplex que nous allons superposer. Alors que fait-on avec cela? Pas grand-chose, donc il faut simplifier afin de pouvoir passer à cette analyse de données. Je voudrais par exemple voir que les relations entre le parrain ou qui donne lieu à cette fonction de parrain, où la relation entre le père et la mère disparaît déjà, parce que ce n'est pas une relation qui nous intéresse. Nous allons simplifier les choses pour tout simplement en arriver à une stratégie de réseau. Autrement dit, que voulons-nous savoir? Nous ne voulons pas forcément savoir que cet homme et cette femme sont père et mère de cet enfant. Non, mais ils ont réfléchi à un baptême. Vous avez ce bébé, le bébé il est toujours là, mais vous voyez que
un peu plus loin, le bébé a disparu du réseau. Nous avons encore besoin du père, de la mère et des parrains, marraines et des relations entre eux. Vous voyez que nous allons pouvoir réduire toutes ces relations complexes. Encore un résultat intéressant de ce projet, la manière dont ce développement de relations entre parrains, marraines, entre Bruxelles et Anvers. Vous avez d'une part tous ces petits points. Ce sont les producteurs de tapisseries qui, grâce à ces relations parrain-marraine, entrent en relation. Voilà Bruxelles, d'autre part Anvers. Période 1621-1641. C'est donc un snapshot, un instantané. Nous passons à la période 1641-1660, Anvers-Bruxelles, puis 1661-1680, Anvers-Bruxelles. Au début du XVIIe siècle, il y a un certain nombre de réseaux à Bruxelles, mais il n'y a pas de relation entre ces réseaux. Donc, il n'y a aucun contact. Mais que voyons-nous au milieu du XVIIe? Beaucoup d'interactions entre ces deux villes. Et tout cela est fondé sur des relations familiales. Un peu plus tard, nous voyons que ces deux villes vont à nouveau se séparer. Et sur la base de cette visualisation, nous allons pouvoir en dire plus sur les évolutions artistiques dans la production des tapisseries. Regardons cette période 1641-1660. Un grand nombre de tapisseries sont assez confuses pour les spécialistes de la production de tapisseries. Vous avez ici une peinture faite à Anvers, mais un carton de Bruxelles. Vous voyez qu'il y a des attributs qui disent Bruxelles, mais la qualité même de la tapisserie, les couleurs sont typiquement celles d'Anvers. Ces tapisseries sont des productions hybrides, si vous voulez. On peut pouvoir dire que cette tapisserie date non pas de 1630, mais d'un peu plus tard, et tout cela est lié à l'évolution de ces relations familiales entre Anvers et Bruxelles. Ce qui frappe également, c'est la manière dont il y a des clusters qui s'est créés à Bruxelles et Anvers et depuis et à la fin du XVIIe siècle. Là, vous voyez différents grands groupes de producteurs de tapisseries, la famille Haas et autres, et une autre famille. Et là, on voit quand la production économique et artistique est en déclin, on voit que les différents producteurs de tapisseries se regroupent. Et pendant cette période, il est extrêmement difficile de dire qu'une certaine série de tapisseries peut être attribuée à tel et tel producteur. Parce qu'en fait, ils travaillent tous ensemble. Ils utilisent aussi les mêmes cartons et les mêmes peintures de base. Et entre autres ici, c'est le moment où la capacité de production en France, dans la manufacture de Gobelin et en Beauvais et Aubusson, prend vraiment de l'ampleur. Et là, nous voyons, voici, vous voyez Bruxelles, c'est le matin. Là, vous voyez ce qu'on a retrouvé dans les archives, mais aussi les liens entre les familles, mais on voit également l'effet de l'évolution de la production des tapisseries en France. Donc là, ça donne une perspective. Donc là, par rapport à cette production de tapisseries, mais maintenant, nous passons à la peinture. Et là, je regarde le travail de Jos et Inès. On a forcément travaillé ensemble. Eux, ils sont allés à la recherche des communautés et
coopération entre les peintures. Et ils ont essayé de retrouver leur carrière et leur réseau professionnel et privé. Et ce qu'ils ont fait, et surtout Jos, il a été capable, sur base de cette analyse, de donner une nouvelle vision et une nouvelle compréhension d'un groupe de peintres de paysages du Zoni-Woud. Et là, on voit cette relation entre les familles. Un exemple concernant le Guilde bruxellois des peintres du XVIIe siècle, qui a été publié dans le Zeitschrift für Kunstgeschichte. C'est une image, cela donne un peu plus d'informations sur les carrières de ces différents peintres. Et c'est basé sur les archives, l'analyse des différentes réglementations par artisans et la réglementation concernant les guildes. Et de cette façon, on voit l'évolution de l'environnement économique et artistique de Bruxelles à cette époque. Donc là, vous avez juste une image de notre base de données. On prend comme base les documents dans les archives. Et là, vous voyez une liste très longue de tous les acteurs qui sont traités dans cette liste de membres des guildes. Et vous voyez que les textes ne sont pas clairs. Il faut vraiment trier, regarder ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. Ça prend évidemment beaucoup de temps. Mais grâce à cela, on a une meilleure compréhension de l'évolution entre les peintres qui sont maîtres et ceux qui sont élèves. Et vous voyez l'évolution des nombres au cours des années. Et sur cette base, nous avons mieux compris quelles sont les carrières des peintres dans le XVIIe siècle en Bruxelles. On voit que 25% devient maître, et de ces 25 maîtres peintres, il y avait à peu près la moitié, une petite moitié, va former plus d'un élève, plus d'un peintre. Et c'est intéressant. Et 10% de tous les maîtres vont former presque la moitié de tous les élèves. Et ce qui est également intéressant, comment cela a effet sur la gestion, le conseil du guilde. Et quand nous regardons les noms de ces maîtres, ce sont les personnes qu'on s'imagine et qu'on connaît, Anton Sallert, les personnes les plus connues dans l'histoire de l'art, mais on voit également des nouveaux noms, des nouveaux maîtres qui, en fait, quand on compare leur carrière, ont le même profil que les maîtres qui sont plus connus. Et ce sont des peintres qu'on a ignorés. Et donc, grâce à cette analyse, nous voyons ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne savons pas, mais ce qu'on devrait savoir. Et cela a évidemment de l'effet sur l'attribution de certaines œuvres à certains peintres. Et Inès, elle a fait quelque chose de similaire pour la liste des membres d'Anvers, membres des guildes. Elle n'a pas encore terminé sa thèse, donc je ne peux pas donner toutes les informations, mais ce qu'on voit, c'est qu'on essaye de réunir Bruxelles et Anvers, de comparer les résultats de recherche, et il y a une idée dans la littérature qu'à partir de 1650, tout décline. Et quand on voit les listes des membres des guildes, on voit que les maîtres font tout pour que cette fonction, cet art garde un grand niveau et qu'on affine la réglementation. Et qu'on peut considérer que la formation des peintres, une académie, on l'avait créée, a de l'effet en Anvers et à Bruxelles. Et quand on crée une académie de formation, on voit que cela attire des étudiants et des élèves.
Et on voit l'analyse des financières qu'on voit qu'il y a que des petits ateliers. Et quand on a pensé à un moment qu'il y avait une production de masse, non, cette information contredit ceci. Et il n'est pas simple d'utiliser le matériel qu'on a trouvé dans les archives de l'histoire de l'art et de le traduire en logiciel. Et cette coopération avec les informaticiens est extrêmement intéressante. Nous avons demandé aux informaticiens de réfléchir à la manière dont nous, en tant qu'historiens de l'art, peuvent travailler avec ces données qui sont quand même problématiques, qui sont compliquées. Alors, ce qui est absolument essentiel dans notre approche, c'est la transparence. Nous devons être ouverts la manière dont nous travaillons. Il y a beaucoup d'articles de spécialistes de l'histoire de l'art. Moi, je l'ai fait aussi. On passe des mois parfois dans des archives. On cherche, on trouve, on lit, mais on trouve en fait peu, jusqu'au moment de trouver quelque chose. Et ce qu'on trouve est un fabuleux. On débouche le champagne, on peut produire un article. C'est en fait une histoire que nous ne racontons pas. Et là, je pense que c'est une des tâches pour l'histoire de l'art, c'est qu'il faut révéler ce que nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons pas savoir, ce que nous ne voulons pas savoir, mais ce que nous avons cherché quand même. Et c'est un point central de notre approche. Donc, il faut dévoiler d'où vient notre information. Et nous avons un moteur de recherche qui ouvre une fenêtre dans les bases de données. Et nous disons ce que nous trouvons dans cette base de données, c'est uniquement ceci. C'est beaucoup, mais c'est uniquement ceci. Et il y existe énormément de bandes de données, mais qui ne révèlent pas exactement ce qu'ils contiennent, ou qui sont peut-être composées de manière un peu étrange. Donc, nous essayons d'être le plus transparent possible et nous voulons aussi donner à chaque fois cette information, nous l'avons trouvée là. Voici la source. Et après, nous donnons des liens et nous donnons souvent des images de l'original. De cette façon, on a une bonne impression, une bonne information concernant l'origine. Et puis de missingness, les lacunes. Il y a des données qui manquent et il y a des données qui sont ambiguës. Et nous l'expliquons clairement. Nous ne savons pas quand telle et telle personne est née et quand elle est morte. Et nous ne le savons pas, nous ne le savions pas, et peut-être nous ne le saurons jamais. Et cela est rendu vraiment transparent. Et par rapport à l'ambiguïté des informations, à la Schutzen, par exemple, vous savez comment on l'écrivait, comment on écrivait au XVIIe siècle. Parfois, c'était phonétique, parfois, c'était avec différentes lettres. Et on essaye de chercher des noms qui sont semblables, qui sont prononcés de manière semblable pour indiquer que ce que nous pensons qui est Johanna von Cutzen est peut-être encore quelqu'un d'autre, ou peut être appelé différemment. Et ensuite, l'accessibilité. Et c'est ce qui est peut-être le côté nouveau de notre projet. Beaucoup de bases de données concernant l'histoire de l'art acceptent des actions de recherche, parfois simples ou complexes, mais c'est toujours limité. Mais dans nos bases de données, il y a un matériel qu'on peut interroger de manière extrêmement complexe. On peut, par exemple, combien de peintres de Bruxelles faisaient partie de la paroisse dont le père était à la fois peintre et vivait à la fois dans la paroisse, dans la même paroisse. C'est une question complexe. Les données sont bien contenues dans notre base de données, mais comment peut-on révéler et donner la réponse exacte à une question aussi complexe? Et dans le moteur de recherche, il y a la possibilité de poser des questions aussi complexes, mais il faut quand même connaître la manière dont on doit poser la question.
Et c'est très intéressant de voir que certains historiens le comprennent tout de suite et d'autres disent « Ah non, je m'en servirai jamais, je n'y commence même pas ». Et il faut le respecter. Et ce que nous avons fait à la suite, c'est que nous avons réfléchi aux différentes manières. Et nous avons une petite vidéo de démonstration et nous avons visualisé, montré notre manière de travailler avec notre base de données. Et l'utilisateur peut entrer en action, peut tester. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous joue au Minecraft. Est-ce que quelqu'un joue au Minecraft? Personne? Ah, mais alors? Qui joue Pac-Man? Minecraft. C'est en fait un jeu de cubes. Permet de prendre des cubes et de les combiner et créer une réalité. C'est un jeu vraiment sympa. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons utilisé le Minecraft Engine, le moteur pour Minecraft du cubisme. Voici notre approche et nous marchons dans un paysage, en fait. C'est ça le personnage. Et on voit tout d'un coup une colonne. Et cette colonne contient, par exemple, tous les producteurs de tapisserie à Bruxelles. Mais il y a une deuxième colonne. On peut en créer autant qu'on veut. Là, vous avez les producteurs de tapisserie d'Anvers. Et ensuite, on a un certain nombre de cubes qui ont des fonctions. Et on va vers un cube et on le prend et on le met entre les colonnes et on demande à quel producteur d'Anvers a un contact, quel producteur de tapisserie a un contact avec un peintre de l'autre ville. Et là, on a une réponse avec un nouveau cube rempli de données avec d'autres noms. Et on peut utiliser ce cube pour l'ouvrir. Et donc, d'une manière très ludique, nous pouvons poser des questions, car nous pouvons créer des petites sous-divisions de ces données. C'est peut-être une boutade, mais on pourrait dire « Passe-moi tous les peintres bruxellois qui peignaient à la main gauche et qui ont peint tel et tel truc. » Et cette information sera recueillie dans cet autre cube et ce cube, nous pouvons l'utiliser. Donc, c'est assez ludique, c'est pas très compliqué. Une autre manière de rentrer en action avec notre base de données, c'est un instrument. Non, nous avons vu ces réseaux presque très denses comme une pelote. Je pense que ceci est une autre façon de montrer nos données. Là, vous voyez les noms des personnes avec leur genre, leurs enfants. Nous voyons la généalogie, de première, deuxième, troisième génération, et on peut rajouter les parents. Et nous avons d'autres filtres. Et ce qu'on voit également, c'est la chronologie. Et nous pouvons voir, tiens, voici la situation de 1620. Et on peut regarder le nombre de données qui correspondent à ceci. Et nous voyons ceci et en même temps, nous reconnaissons que nous avons peut-être très peu de données dans notre base de données. Donc, il faut être prudent dans l'interprétation. Donc, on peut montrer les relations à travers différents filtres. Et on voit que la base de données a beaucoup d'informations pour une certaine période, mais pour d'autres périodes, beaucoup moins. Et qu'il y a beaucoup de données d'une sorte unique, alors que là, en haut, on a plus de données sur des relations différentes. Donc, on peut jouer avec la ligne du temps. On voit que certaines personnes sont décédées, que d'autres personnes ont vécu très vieux, et on peut dépeindre la réalité historique. Et on reconnaît à chaque fois ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ignorons. Et là, j'arrive à ma conclusion. Ce que nous faisons, c'est
le Slow Digital Art History. Nous réfléchissons à l'histoire de l'art et les données. Nous réfléchissons au logiciel et quand il n'est pas efficace, on recherche un autre logiciel et on veut le faire de manière douce, calme. Et on regarde comment est-ce qu'on peut utiliser ce logiciel pour la recherche de l'histoire de l'art. Nous recevons beaucoup de questions épistémologiques. Et qu'est-ce que nous pouvons savoir? Ce sont plus des questions d'ordre philosophique. Et nous avons une meilleure compréhension de la discipline, à la fois pour l'informatique et dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, mais nous recevons également de nouvelles questions. Est-ce qu'on peut poser telle et telle question? Ceci vaut pour les deux disciplines. Et on apprend à regarder de manière critique les données et les méthodes et les instruments que nous utilisons. Et ainsi, nous pouvons dire que Digital Humanities, donc les études des humanités de manière digitale, numérique. Je n'aime pas ce terme, mais je l'ai utilisé comme... Mais on a regardé, entre autres, la perspective de l'histoire de l'art et ces données que nous pouvons trouver maintenant. Comment les gens vont-ils étudier, utiliser ces informations, ces nouvelles? Et cela mène à la suite du projet Cornelia. En fait, le projet Cornelia est terminé, mais je participe à une nouvelle expérimentation avec ces 3 personnes que vous voyez ici à l'écran. Le projet Methusalem. Et moi, je suis la 4e personne. Et nous travaillons la représentation en images et en art. C'est un projet Methusalem et c'est un projet de grande échelle et pour une période de 7 ans. Et le collègue Bragamans a été capable de recevoir une bourse et du coup, nous allons croiser ces 2 projets et ça veut dire qu'on aura beaucoup de thésards, beaucoup de doctorants qui vont se joindre à nous. Et notre question, c'est que quand nous, en tant qu'humains, nous voyons une image ou une œuvre d'art ou une image d'une œuvre d'art, que se passe-t-il? C'est ce qui va nous occuper dans les prochaines années. Merci beaucoup. Oui, c'est une question très bien posée, très pertinente. La question de la durabilité de ce genre de base de données. Jamais nous avons eu l'intention de créer une base de données qui évoluera pendant des années, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Et par contre, ce que nous avons fait, c'est nous avons beaucoup publié et beaucoup de recherches ont été publiées. Et pour l'instant, nous avons toujours le site web, mais cornelia.be. Nous avons toujours des moteurs de recherche. Vous pouvez encore chercher certains noms, mais nous sommes en train de réduire parce que, encore une fois, c'est un projet extrêmement coûteux. Et Ouda a donné une conférence sur comment
est-ce que nous pouvons le maintenir, ce genre de site maintenu? Mais nous n'avons pas encore trouvé la réponse, mais nous ne voulons pas faire un bottin téléphonique des peintres du XVIIe siècle. Merci pour cette question. Nous utilisons le terme Slow Digital Art History car à un certain moment, il y avait une idée qu'il y avait beaucoup d'informations sur l'histoire de l'art qui étaient créées de manière un peu comme du fast food, qu'on pouvait consommer de manière rapide. Et nous connaissons beaucoup de première génération de l'histoire de l'art qui a été publiée sur les ordinateurs, sur les réseaux, pardon. Et là, il était difficile de savoir d'où vient cette information, quelles sont les sources. Mais on peut dire, OK, c'est bien, mais on a l'impression que c'est du fast-food. Les gens avalent, mais ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Et il n'y a pas de contrôle de la qualité de l'origine. Et c'est pour ça que nous avons choisi le mot slow digital, donc bien recherché. Ah, une très belle question. Parfois, en effet, il faut travailler de manière très dure pour confirmer quelque chose dont on avait l'intuition. On pensait par exemple que les femmes jouaient un rôle très important dans l'artisanat de la production des tapis, des tapisseries, pardon, à Bruxelles. Et on le pensait, mais il n'y avait pas de preuves. Et là, à force de chercher les données et les informations, nous avons pu le prouver. Donc, ceci a été clair. Mais il y a aussi parfois des informations qu'on a trouvées et on s'était dit, mais je n'ai jamais imaginé ceci. Je n'ai pas... Par exemple, les exemples des Zoni Wout peintres, des paysagistes. Et on pensait que c'était assez simple, mais en fait, il s'est avéré que c'était extrêmement complexe. Et finalement, on en sait bien moins qu'on pensait savoir. C'est difficile à vendre, hein, mais cela nous oblige de réfléchir à nouveau à cette problématique. Et il y a aussi d'autres sujets dont nous sommes totalement étonnés, mais qui ne sont pas non plus très importants. Par exemple, le nom de certains peintres que on avait ignorés, et ce qu'on n'a pas dit, mais qui est important. Une partie de notre approche provient du retournement de la méthode de travail habituelle. Nous, en tant qu'historiens de l'art, nous avons une question, nous avons des archives, on va à la bibliothèque et on cherche la réponse à notre question. Mais nous avons souvent retourné la question. Nous allons dans les archives et on récupère, on recueille, on recueille, on recueille. Et d'abord les données et ensuite on va poser des questions. Et on a posé des questions qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'on allait poser des questions comme ça quand on a démarré notre projet.
Le projet aura à la fin duré 7 ans. Mais entre autres dû à la grossesse d'Inès, ce qui est une belle chose, une bonne raison. Il y a un certain nombre d'évolutions avec des instruments informatiques. GAFI, par exemple, a été continué pendant ces 7 années. Et il est intéressant de mettre en perspective ces questions qu'on pouvait poser au début de cette année et qu'on peut poser maintenant. L'évolution informatique a été importante. Mais le grand choc qui va arriver, c'est l'intelligence artificielle. Quand nous allons terminer ce projet juste avant la période où on va utiliser l'intelligence artificielle, par exemple la vision numérique. Mais c'est quelque chose qu'on va traiter dans le projet qui nous suit, celui de Méthusalem.